bonsoir tout le monde. Je pense qu'on va commencer. Bienvenue dans cette première conférence de ce qu'on appelle dorénavant les jeudis de l'IAS. C'est un jeudi qui arrive un mardi, je pense. Je suis Montasser Sahi, anthropologue et chercheur résident à l'Institute for Advanced Studies à l'UM6P, qui est basé ici à Ben Grir. Et je suis très très honoré aujourd'hui d'inviter au nom de cet institut un grand anthropologue français, Sylvain Lazarus, qui était mon ancien directeur de thèse, et que j'ai l'honneur en fait aujourd'hui de commencer cette série de rencontres en l'invitant pour disons à la fois un cours inaugural mais en même temps une discussion qu'on va avoir autour de son œuvre. Donc je vais pas présenter Sylvain, mais peut-être commencer par dire quelques mots sur ses principaux concepts ou bien catégories. Il aime pas le mot concept, mais on va y revenir. Alors, post-classisme, post-léninisme, les gens pensent politique en intériorité, politique en extériorité, abondant du parti, mais il n'y a de politique qu'organisée. La péremption des modes politiques, la péremption des modes historiques de la politique du point des gens. Les expériences historiques sont conclusives. La politique est de l'ordre des phénomènes de conscience et du subjectif. Penser la pensée comme une pensée et non pas comme une chose, comme un objet. Ce sont des catégories de l'anthropologue Sylvain Lazarus, qui est à la fois anthropologue et je me permets de dire homme politique, qu'il a construit via l'enquête et via la pratique de la politique qui s'étale sur une 60aine d'années. Ces énoncés et ces catégories sont construits et proposés par une pensée singulière et, à mon sens, après Karl Marx et après Lénine, refondent une nouvelle vision et une nouvelle conception de la politique aujourd'hui. Elles sont proposées aux militants d'abord, aux gens qui à la fois naissent dans des configurations politiques très particulières, qui naissent du ventre des événements majeurs, on va revenir sur ces événements et sur la question de l'événement. Je pense principalement à mai 68 par exemple, mais je pense au Maroc par exemple à la lutte pour l'indépendance, mais aussi à des mouvements comme le mouvement du 20 février en 2011 ou bien les printemps arabes en général. Mais ces catégories sont aussi proposées à des organisations politiques, mais surtout aussi aux sciences de l'homme et une manière de faire les sciences de l'homme, bien les sciences humaines. Donc je commence par ces catégories très chères à Sylvain et qu'il a développées pendant sa carrière, sa réflexion autour de la politique et sur la politique. Mais peut-être dire 2-3 mots sur Sylvain lui-même, lui qui n'aime pas en fait les présentations solennelles mais juste un petit peu pour situer la trajectoire de la pensée, de sa pensée. Un événement majeur, c'est mai 68. Mai 68, Sylvain, vous êtes dans la rue avec les étudiants et les ouvriers. Vous avez commencé la politique organisée en 1966 comme membre de la gauche prolétarienne avant de faire le choix du maoïsme et donc la critique radicale de ce que vous appelez le capitalisme d'État soviétique. Vous êtes ensuite, lors des années 70, leader politique et intellectuel organique de l'Union des communistes de France, opposant farouche du Parti communiste et de l'expérience syndicaliste en France. Toujours en 68, vous avez brillamment validé votre thèse de doctorat sous la direction de Georges Ballandier, grand anthropologue et ethnologue africaniste, entre autres. Et directement sélectionné comme professeur des universités
dans l'université expérimentale à l'époque, Saint-Denis, mais à Vincennes. Assistant à l'époque, avant de devenir par la suite professeur des universités, à cette même université qui porte le nom aujourd'hui de Paris 8, Saint-Denis. En vrai, avec l'équipe de choc de l'époque, Michel Foucault, Gilles Deleuze en philosophie, Jean-Claude Passeron en sociologie, vous-même en anthropologie, vous formez la nouvelle aventure expérimentale de Vincennes. Bon, je pense que ces dates sont importantes parce qu'elles renvoient aussi à une époque singulière qui était celle de mouvements, de plusieurs types de mouvements, mais aussi à une effervescence politique à l'intérieur même de l'époque qui était celle de la guerre froide. Peut-être qu'on va y revenir. Donc voilà, ce n'est pas une présentation que je fais, en fait c'est une présentation qui ne présente rien, qui ne présente rien en réalité, mais j'essaierai par mes questions modestes tout à l'heure de vous interpeller sur à la fois ces expériences et leurs traces sur la pensée et aussi sur cette pensée qui est la vôtre. Donc ici au Maroc, vous êtes pour la première fois dans ce pays et vous avez mené des enquêtes dans plusieurs pays. Vous étiez en Chine pour enquêter sur des ouvriers et sur le mode qui est l'usine. Vous étiez au Sénégal, au Brésil. En France, vous avez longtemps travaillé sur la question ouvrière, mais aussi en Europe de l'Est et également en banlieue à travers ce que vous avez monté comme observatoire, l'Observatoire des banlieues. Donc merci Sylvain de votre présence parmi nous ce soir. Et je commencerai par une première interpellation sur votre premier livre, celui de 1996, qui rassemble un travail que vous avez commencé depuis 68 en termes de texte politique, mais aussi en termes d'enquête et de travail réflexif sur les mouvements, les différents mouvements politiques. Alors, ma première question serait la suivante. On aimerait un petit peu vous entendre parler de manière générale sur la politique marxiste. Je vais revenir sur un lieu et un événement, donc 68, qui traverse votre œuvre. Vous dites dans l'anthropologie du non, un passage que vous reprenez dans votre dernier livre, Les chronologies du présent, votre dernier livre sorti donc à la Fabrique en 2022, la chose suivante. L'anthropologie du non, donc votre premier livre, qui traite de la pensée, de la politique, du non, est pour moi la réponse enfin identifiable à la césure intellectuelle de 68. Comme beaucoup de gens de ma génération, l'année 68 constitue une césure, au sens où une grande événementialité interroge, parfois sur une longue période et sur ce qu'elle clôt, et sur ce qui s'ouvre avec elle ou après elle. Il m'a fallu un long itinéraire pour répondre à cette question. Donc, j'aimerais revenir avec vous sur cette césure. Vous utilisez aussi le terme de clôture. Donc, quelle est la singularité de l'événement 68? Pourquoi il vous a fallu aussi passer par une politique d'ordre qui, de toute façon, qui reprend des catégories du marxisme en les inversant, en les analysant, en les transformant, mais surtout le passage par Lénine, vous qui êtes le grand spécialiste de Lénine, pour expliquer ce que l'événement ouvre, ce que 68 ouvre. Donc, ce qu'elle ouvre, vous l'expliquez dans plusieurs de vos productions scientifiques, un intérêt au maoïsme comme critique du soviétisme et de l'étatisme en général. Elle ouvre à des prémices d'une rupture avec les catégories du peuple, de masse, pour enfin aboutir à votre catégorie centrale, les gens pensent. Et les gens comme étant un indistinct certain, comme vous dites. Donc je résume ma question, qu'est-ce que 68 dans la pensée ouverte par Marx, organisée par Lénine, et conclue, pour ne pas dire gâchée, par un siècle communiste et syndicaliste?
toujours avec l'arrière-plan qui est celui de l'Europe et l'histoire européenne. Je voudrais d'abord remercier l'IAS et l'Université M6P pour leur invitation, qui me donne l'occasion de venir au Maroc pour la première fois, et l'occasion de vous rencontrer. Merci à Montassir. C'est toujours curieux d'entendre proposer des repères biographiques comme ça. Je vais prendre la liberté de les rectifier sur un certain nombre de points. Alors, 68, c'est une césure. Je tiens que ce que j'appelle les grandes événementialités, par exemple février 2011 pour le Maroc, certains événements aux États-Unis dans la lutte des Afro-Américains, que certaines grandes événementialités marquent, et que ce qui a lieu après doit être réfléchi, et que cette réflexion est extrêmement réglée. Première indication, si je prends l'exemple de 68, dans les mois et quelques années qui ont suivi 68, on a, d'une certaine façon, poursuivi en matière de grève, en matière de manifestation, en matière de protestation, etc. Il semblerait donc l'après se donner dans une espèce de relative continuité qui n'a duré que très peu de temps. Sur l'après, il y avait déjà eu la leçon des élections de juin 68, parce que De Gaulle, sur proposition de Pompidou, dissout l'Assemblée nationale et fait mener une campagne électorale extrêmement agressive, où l'argument des partis gouvernementaux était que la France devait faire face à une tentative de sédition communiste organisée par le Parti communiste, et que la question de la liberté et de la démocratie était en jeu. Ce qui était une contre-vérité absolue. C'est-à-dire, le Parti communiste n'était d'aucune façon partie prenante de ce qui se passait en 68, tout au contraire, que ce soit dans les usines ou dans les universités, il s'était opposé aux grèves sauvages, aux manifestations des jeunes ouvriers, aux mouvements étudiants. Donc le premier après, c'est les élections et un triomphe des partis gouvernementaux. Ce qu'il y a de particulier dans la question de l'après, c'est que il doit nécessairement déboucher sur des propositions nouvelles. C'est-à-dire, après 68, on ne pouvait plus faire comme avant 68, et on ne pouvait plus faire du 68. Et le travail que j'appelle le travail de sédimentation, c'est-à-dire ce qui peut venir après, relève d'un travail propre, d'une décision propre concernant l'après. Et ça n'a rien de simple. Ça n'a rien de simple parce que une très grande partie des gens de 68 ne vont pas poursuivre
ce travail sur l'après. Soit ils vont se rallier à Mitterrand dans les années 81, soit ils vont rentrer chez eux et au mieux cultiver le souvenir des vieux copains de ce temps-là, de l'espoir qu'on a eu et qui n'a pas trouvé de débouché et que la situation présente, etc., etc., etc. Et donc vous avez cette situation paradoxale qui est que ce que j'appelle une grande événementialité fonctionne aussi comme une clôture. Ce que je dis quelquefois, c'est que ça se consume, elle se consume elle-même. Et ensuite, il faut immédiatement se remettre au travail dans un relatif dénouement. Parce que ce que l'on savait, ce que l'on faisait, quelquefois je compare le travail militant, le travail politique au feu. C'est-à-dire on prend du bois, ou on prend du charbon de bois, ou on prend des brindilles, on prend quelque chose. On allume un feu, il chauffe, on peut faire de la cuisine, on peut se réchauffer, et ensuite il est consumé. Il reste des braises. Les grands événements laissent des braises. Et que ça soit et poursuivre exige de commencer, ce qui est pas simple. Et je le reprends brièvement dans les chronologies. Alors, exige de commencer, de recommencer avec modestie. Voilà. Après des péripéties sur de 66 à 80 à 2010, ça fait pas loin de 40 ans. Un peu. J'étais un militant organisé. Au moment des Gilets jaunes, j'ai rallié les Gilets jaunes de Paris Sud. Et la formule que j'avais, c'était que j'étais un parmi d'autres. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'expérience, ce que j'avais fait, ce que j'avais vu, ne me donnait pas du tout une avance quelconque sur les gens qui étaient là et sur le souffle de ce mouvement-là singulier, de ce mouvement et de ses limites. Voilà. Et donc, recommencer, c'est une ascèse, une discipline intellectuelle, où il ne s'agit pas d'oublier, mais de savoir que on ne peut pas faire comme avant, et on ne peut pas penser comme avant. Et pourtant, il faut y aller. Alors, c'est en ce sens que je parle de chronologie du présent. C'est-à-dire, il faut accepter que il faut y aller, à la fois les interpellations. Il y a le registre des interpellations, c'est-à-dire il y a le registre de la conjoncture. Par exemple, aujourd'hui, à mon sens, il y a l'interpellation de la guerre comme conjoncture politique. La guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, la situation en Afrique de l'Ouest, la situation en mer de Chine, etc. Donc, il y a ce que j'appelle les interpellations de la conjoncture, et il y a les problèmes posés par comment y répondre, comment y faire face. Et donc, qui suppose d'affronter la question de la politique en tant que dispositif propre de pensée, dispositif propre de catégorie, dispositif propre de ce que j'appelle l'intellectualité. Alors ça, c'est un élément constitutif, enfin dans ma conviction, qui est que ce que j'appelle la politique est
un dispositif de pensée, de catégorie, de réflexion, d'opération de pensée, de lexique, d'opération de pensée et de pratique propre. Ce n'est pas banal, permettez-moi de le dire. Par exemple, la tradition marxiste, c'est de considérer que l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Donc, il y a une historicité de la politique. C'est l'histoire qui porte la politique, l'histoire porte la lutte des classes, et le prolétariat moderne, dans les années 1850, est en mesure de porter politiquement la question du communisme, c'est-à-dire la libération du capital, et en se libérant les autres classes. Le léninisme, à travers Que faire, qui date de 1901, modifie la proposition, et il dit, en gros, enfin, permettez-moi de le rappeler, le marxisme a trois sources: l'économie politique anglaise, le mouvement ouvrier français, la philosophie allemande. Et à partir de là, dans toutes les écoles politiques de formation de militants, dans le monde entier, les étudiants vietnamiens qui ont donné le mouvement de libération nationale, quand ils étaient à Paris étudiants, travaillant avec la CGT de l'époque et le PCF de l'époque, ont suivi ces écoles. On apprenait l'économie politique anglaise, le mouvement ouvrier français et la philosophie allemande. Je vous raconte ça parce que dans ces deux cas, la politique est subordonnée soit à l'histoire à la philosophie et à l'économie dans le deuxième cas. Et chez les théoriciens libéraux, la politique est subordonnée à une vision de l'économie, singulièrement la liberté et le caractère incontournable de la question de la propriété privée. Donc, soutenir qu'il y a un espace propre, intellectuel, de la politique est une proposition singulière, et de façon tout à fait paradoxale, je vais me permettre d'expliquer ce point parce que il est constitutif dans mon travail, c'est dire que la politique relève d'une intellectualité propre est la condition pour dire que le registre de la politique comme intellectualité, comme pensée, peut être le registre des gens. C'est-à-dire que la politique n'est plus une affaire de spécialistes ayant leur formation soit en histoire, soit en philosophie, soit en économie, soit avec la triplette des trois disciplines. Et c'est l'énoncé « les gens pensent ». Il est possible que les gens pensent. Et il est possible que les gens pensent la politique si la politique est de l'ordre de la pensée. Et cette politique-là, elle ne relève pas d'une science. Elle ne relève pas d'une discipline académique. Elle ne relève pas d'un savoir cumulatif qu'on apprendrait. Elle relève, alors, pour que ce soit une pensée, il fallait affronter, c'est le texte de 96, le fait que on peut pas appeler pensée n'importe quoi. Parce qu'il y a eu toute une série de travaux sur la tradition ouvrière, sur le mode de pensée ouvrière, mais des travaux de type culturaliste, en disant... Or, le penser tel que je l'emploie, c'est pas du tout cela. Penser, c'est une intellectualité constituée. Et j'ai montré, parce que là c'est quasiment du domaine de l'enquête, à travers les enquêtes des premières années qui ont été des enquêtes d'usine, à la Régie Renault, à Paris, dans la région parisienne,
dans un certain nombre de pays étrangers, toute une série d'enquêtes avec des équipes d'enquête. En réalité, ces enquêtes portaient sur le mot ouvrier, et il s'agissait d'entendre ce que les ouvriers disaient du mot ouvrier. Quel est voilà. Et la proposition générale a été premièrement qu'ouvrier n'était nullement plus adossé à classe, et deuxièmement que ouvrier, en tant que catégorie de possible, était adossé à usine. D'où un travail politique avec des ouvriers d'usine dans plusieurs endroits, et on avait appelé ça des noyaux ouvriers, dont le mot d'ordre était à l'usine et à l'ouvrier. C'est son espace propre. Et ça, des enquêtes qui ont été faites à Renault-Billancourt, ou à Canton en Chine du Sud, ou en Italie du Nord, dans les usines automobiles. Et donc, je reviens à mon premier propos, la catégorie de rationalité de la pensée des gens, ce n'est pas la science. C'est une chose très singulière qui est que, dans une situation donnée, sous certaines conditions, les gens énoncent un possible de la situation. Et ne croyez pas que ça soit simplement de la spéculation. Je pourrais vous raconter des situations d'usines. Par exemple, à la fermeture de Billancourt, qui était l'usine de Renault aux portes de Paris, la direction de la régie avait décidé d'accorder une prime de sortie à condition que les ouvriers signent un papier comme quoi ils étaient volontaires pour partir. Et il y avait, dans un premier temps, une partie des ouvriers qui avaient accepté de signer. D'où une première tension entre les ouvriers qui avaient signé et ceux qui n'avaient pas signé. Et une partie significative des ouvriers avait décidé de ne pas signer. Et malgré tout d'avoir la prime de licenciement, qui permettait de rebondir, etc. Et donc, la lutte s'est organisée sur le possible qui était que qu'il ait signé ou pas, tout le monde touche la somme en question qui était en francs à l'époque. Et ce possible-là était absolument pas celui des syndicats qui l'avaient combattu. Les syndicats avaient une bataille du genre non à la fermeture, non à la fermeture, non à la fermeture. Et la fermeture était inéluctable. Et donc, dans toute une série de situations réelles, soit d'usines, soit de foyers avec les ouvriers sans papier, soit avec les paysans pauvres, etc., un certain type de travail politique fondé sur le fait que la discussion, l'analyse, la formulation de possibles était de l'ordre de la pensée et que une politique militante pouvait y être adossée, a servi de point d'appui, de lieu d'expérimentation du fait que le possible était la catégorie de pensée des gens, alors même que les structures de type CGT ou de type parti politique parlementaire affirmaient qu'il n'y avait aucun possible. Donc, voilà. Donc, les gens pensent et la pensée rapport du réel, c'est à la fois si on laisse la question de la politique comme du registre du savoir sur le modèle du savoir académique ou du savoir scientifique, on en exclut non seulement les gens, mais on en exclut ces situations
où des choses extraordinaires arrivent, où les gens se mettent à parler, où les gens se mettent à inventer, où les gens se mettent à proposer, etc. Et on reste du côté du pouvoir. Ou, selon une expression que j'aime bien, on prend la posture du spectateur atterré, c'est-à-dire critique, et sans issue au constat de la catastrophe. Voilà. Un mot sur maoïsme, parce que je tiens, c'est vrai que j'ai parce qu'aujourd'hui, en particulier pour la jeune génération, alors maoïsme, c'était pas pro-chinois. Et en plus, dans mon expérience, qui est liée à la gauche prolétarienne et en particulier au comité Vietnam de base, les Mao, c'était les gens qui ont inauguré un style de masse tout à fait nouveau. C'est-à-dire aller dans les quartiers, aller dans les usines, aller dans les foyers, aller à la campagne et discuter avec les gens et mettre en avant une inventivité des gens, une inventivité possible du travail avec les gens contre le fait d'arriver avec, d'une certaine façon, le programme politique, les méthodes politiques, les échéances politiques déjà fixées, modèle syndical ou modèle parlementaire. Et c'était strictement sur ce point-là. Avec un écho, c'est là que j'insiste là-dessus, un écho de la révolution culturelle, mais concernant la première phase de la révolution culturelle, qui est la phase ouvrière, qui se clôt en 66, mais qui est tout à fait formidable. Parce que les ouvriers en Chine, en révolte contre le parti, avaient inventé une nouvelle gestion des usines, avaient inventé des écoles ouvrières, avaient inventé le travail manuel et intellectuel pour les ingénieurs comme pour les ouvriers. Et en plus, alors ça c'est un point auquel je tiens. Sur le fond, c'était pas une révolution. C'était lutter contre la bourgeoisie dans le parti. Donc c'était intrapartidaire. Et je vais m'arrêter là-dessus. Et ça, j'insiste sur ce point parce que ça, dans les chronologies du présent, je considère qu'il y a une arche historique des révolutions qui commence avec la Révolution française, avec la phase révolutionnaire de la Révolution française qui commence en 1792, qui est celle de la Convention, et qui se termine en 94 avec l'exécution des Jacobins, Saint-Just, Robespierre et les autres. Et je considère que l'arche des révolutions, au sens strict du mot révolution, c'est-à-dire une capacité populaire à détruire une forme d'État et à construire une autre forme d'État. Que l'arche des révolutions est clos en 1920 avec l'échec de la révolution allemande et après la destruction des soviets en Russie. Et que, historiquement parlant et politiquement parlant, la catégorie de révolution est derrière nous. Absolument derrière nous. Et que c'est important de savoir ce que ça veut dire. Je considère que ce qu'on appelle couramment la révolution chinoise, qui est un événement majeur, est en réalité une guerre populaire. Je vous apprends rien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle politique de la guerre, avec en appui les écrits militaires de Mao que les généraux et les politiques vietnamiens vont poursuivre avec Giap, et qui consiste, dès ce moment-là, à prendre le contrepoint de Moscou, de la Troisième Internationale,
qui organisait la révolution sur le modèle des insurrections urbaines, des insurrections ouvrières, et qui considérait que les paysans étaient une classe au mieux neutre, en fait contre-révolutionnaire, attachée à la petite propriété, etc. Et Mao, dès 29, a proposé d'établir des bases rouges, et la guerre populaire est de mettre l'armée au service de la paysannerie, en même temps que la paysannerie pauvre était au service de l'indépendance nationale et de la lutte armée. Et donc, il y a une clôture en 1920 de la catégorie de révolution, et ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est après. On est après. Et qu'est-ce que cela porte comme question, comme interrogation, etc. Voilà pour. Merci Sylvain. Je propose de continuer un petit peu sur cette trajectoire qui consiste à lire les modes de politique que vous essayez de distinguer, bien sûr, avec la catégorie de la clôture comme mode d'analyse du déroulement de la politique. Et je propose aussi en fait de distinguer ces modes parce qu'effectivement c'est pas évident pour tout le monde, mais en fait quand vous dites clôture, cela signifie que si on prend par exemple le mot révolution, il n'y a de révolution que la Révolution française dans une phase que vous distinguez sur 2 années. Ensuite Marx c'est autre chose, Lénine c'est encore autre chose, 68 c'est encore autre chose. Et là en fait je me permets de lire un commentaire, une recension de votre livre faite par quelqu'un avec qui vous avez partagé plusieurs années à la fois de lutte et de réflexion, qui est Alain Badiou, et qui lit plusieurs décennies. Donc avec Alain Badiou, qui écrit un très long commentaire, un texte que je trouve très brillant en fait, en commentant votre travail, et notamment l'anthropologie du nom, un texte qu'il rédige en 97, et où il montre de manière assez claire cette distinction que vous faites à partir de la catégorie de la politique en intériorité. Donc, c'est ce qui explique aussi le fait de rester sur cette trajectoire que moi je distingue comme étant liée à Marx quelque part, et la politique en extériorité, qui est plutôt une politique parlementariste européenne depuis 68 ou avant la guerre. Quand on prend même le Front populaire par exemple, qui a été présenté comme étant l'inventeur des politiques sociales, mais en fait c'est quelque chose aussi qui a buté en touche la guerre et qui a permis n'a absolument pas évité la catastrophe en Europe. Donc Alain Badiou disait les modes en intériorité identifiés par Lazarus, donc il y a 2 modes, mode de politique en intériorité, mode de politique en extériorité. Les modes en intériorité identifiés par Lazarus sont, premièrement, le mode révolutionnaire. Et ici, un auteur central, parce qu'en fait, je pense que vous l'avez pas dit, mais il faut absolument le mentionner, c'est votre travail, c'est un travail bon, il y a les enquêtes d'usine, il y a les enquêtes en Chine, il y a les enquêtes que vous avez menées dans les 4 coins du monde, mais aussi c'est l'enquête sur les écrits politiques des hommes politiques. Et donc pour vous, la Révolution française, celui qui l'aurait symbolisé en termes d'écrits, c'est un certain Saint-Just. Donc le mot de révolutionnaire, Saint-Just, dont nous avons déjà parlé et dont la séquence est de 1792 à 1794. Donc c'est 2 ans que vous avez analysé. Ensuite, il y a le mode classiste. Donc, toujours dans le mode en intériorité. Il y a le mode classiste représenté par Marx. Donc voilà, Marx, c'est la question de l'histoire comme porteuse du sujet politique, mais en même temps, vous êtes un grand lecteur de Marx et vous êtes analyseur des travaux de Marx sur la Commune, entre autres. Ou l'histoire, donc dans le mode classiste, marxiste, où l'histoire est la catégorie subjectivée de la politique, dont les lieux sont les mouvements ouvriers de classe
Et donc la séquence va de 1848, donc la date du manifeste du Parti communiste, à 1871, la Commune de Paris. Le troisième mode que vous distinguez, c'est le mode bolchevique. Donc c'est le mode partisan. Bon, lui, il dit bolchevique. Identifié par, bien sûr, c'est les écrits de Lénine. Identifié par la mise sous condition de la politique, donc la capacité politique prolétaire, etc. Les soviets et ce que vous venez en fait d'expliquer. Et puis le mode dialectique Mao, etc. Ce que vous venez en fait. Bon, je reviendrai pas sur les modes en extériorité qui sont que vous avez identifiés en analysant les politiques françaises et donc ce que vous appelez le mode parlementariste. Mais bon, pourquoi je dis ça? Pour revenir un peu rapidement sur une autre notion, sur une autre catégorie que vous utilisez et qui est celle de la saturation. Donc quand une époque ou bien quand une période est clôturée, donc il y a cessation, mais à cette cessation, vous rajoutez le mot saturation qui renvoie à qu'est-ce qui s'ouvre avec ou après la clôture. Vous avez dit tout à l'heure, on n'oublie pas, mais on oublie en réalité la catégorie du temps. Ce n'est pas la vôtre, la catégorie du. Donc ici, c'est vraiment pour revenir sur la question de l'historicisme en fait. Quelle est votre lecture de la question de l'historicisme à partir, par exemple, de mouvements où il y a des capacités inventives des gens, comme ce que vous avez commencé par dire en parlant des Gilets jaunes. Donc, dites-nous plus sur le caractère et les conditions de ce nouveau sujet politique qui, après les clôtures, naît de ces clôtures mêmes. Si vous voulez, j'étais en train de réfléchir sur le fait que il y a des choses difficiles à accepter dans ce travail de politique avec les gens. Ce qui est difficile à accepter, c'est le fait que ce qu'on faisait pendant un temps, le temps suivant ne fonctionne plus. Et d'en accepter le questionnement, d'en accepter la rigueur, d'en accepter l'étendue. Un exemple. Bon, c'est les chronologies qui datent de 2021. Il y a un point que j'ai éclairci dans les chronologies et qui est au travail depuis, à mon avis, très longtemps, mais que j'avais pas formulé dans son éclaircissement. C'est ce que j'appelle, soyez indulgents, la question du pas pareil. La question du pas pareil, c'est la réponse attendue parce que sur le fait que je récuse la dialectique, qu'il faut en cesser la question de la dialectique. Cette question de cesser la dialectique, je la travaille depuis très longtemps, en particulier contre la dialectique de l'objectif et du subjectif, qui marque une bonne partie de la sociologie et pas simplement de la sociologie. Si vous voulez, qui consiste à mettre côte à côte le vote Trump et les catégories socio-professionnelles. Et en laissant entendre qu'il y a un rapport de causalité. Alors qu'il y a simplement un rapport de juxtaposition et qu'à mon avis, la question du vote Trump est beaucoup, en mettant en cause le fait que c'est tel type des gens qui ont tel type professionnel, tel type d'âge, tel type de sexe, tel type de pratique religieuse, etc., etc. La proposition de l'anthropologie du nom, qui date de très long, de 96,
c'est d'investir le subjectif à partir de lui-même. Tout un programme. C'est-à-dire non pas, vous dites ça parce que vous êtes un ouvrier qualifié, vous êtes un ouvrier qui arrive d'Afrique et qui vous êtes ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites en disant ça? Ou qu'est-ce que c'est? Essayez de, voilà. Tout le travail fait consiste à non pas partir de qui le dit, mais partir de ce qui est dit. J'ai eu N fois des discussions extrêmement vives avec des sociologues qui me disaient pourquoi on ne sait pas qui a dit ça. Par exemple, dans les comptes rendus d'enquête, c'est les gens sur le mot ouvrier, voilà ce qui est dit, 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 et on va travailler sur ce que les gens ont dit du mot ouvrier. Et donc, je saute une chose. Rompre l'idée que les conditions que le subjectif, que les formes de conscience, les formes de pensée sont adossées à des conditions objectives, réductibles, et que si on intervient sur les conditions objectives, on va modifier la question de la subjectivité, donc la question de la politique. Les Américains seraient obsédés par le niveau de vie, par le standard de ceci, par le standard de cela, donc il faut être Trump. Je pense que c'est une affabulation. Et je pense que le vote Trump doit être analysé en tant que décision subjective complexe, où il est demandé à l'État d'exercer une violence radicale à l'endroit d'un certain nombre de gens, à l'endroit d'un certain nombre d'institutions, et que l'État est en réalité le pouvoir central et en injonction d'antagonisme sous des modèles, voilà. Et en France, le vote Front National, à mon avis, c'est ce statut-là. Donc, la question de la dialectique de l'objectif et du subjectif, c'est pas simplement une question qui travaille dans les sciences dites humaines, en sociologie ou en économie, c'est une question qui travaille, en vérité, sur la question de la représentation. Et donc, mon problème, c'était de rompre avec ça ce que je pratiquais. Mais pas au point de décider de rompre avec la dialectique, qui est iconoclaste pour beaucoup de gens. Strictement iconoclaste, c'est-à-dire la dialectique, philosophiquement, ça vient de la philosophie allemande, de Hegel. Avec Marx, on a une dialectique matérialiste, une théorie de l'histoire, une théorie de la politique, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à arriver à formuler ça sous cette expression du pas pareil, qui consiste à dire ceci, parce que le pas pareil, ça semble un peu un bafouillage pour enfantin. Avant le dispositif d'usage de la dialectique consiste, quand vous avez deux choses qui sont pas pareilles, l'objectif et le subjectif, à les analyser dans leur rapport. C'est-à-dire de faire de leur rapport le champ d'analyse et de l'une et de l'autre. Et tout le travail que j'ai tenté, et aussi les propositions politiques, consiste à rompre avec ça, c'est-à-dire à dire, avant d'analyser les choses dans leur rapport, il faut les analyser en elles-mêmes. En elles-mêmes. S'il y a de la subjectivité, il faut l'analyser en elle-même. Vous me direz, c'est pas commode. D'accord, c'est pas commode. On n'en a pas les outils. On n'en a pas les outils.
on bafouille, mais mieux, je bafouille, mieux vaut bafouiller que d'être un spectateur atterré. Et pour prendre une expression populaire, voilà. Donc, je suis frappé, je vous donnais ça comme exemple, du fait que se mettre à jour, pas simplement de ce qui est clos, comme ancienne approche, parce que, je reviens sans cesse là-dessus, l'intellectualité de la politique, elle est terrible. Elle n'est pas cumulative. Quand les Jacobins sont exécutés, en 1794, à Thermidor, la révolution, l'inspiration révolutionnaire de la Révolution française, où la catégorie de révolution était, elle est close. Ça n'aura plus jamais lieu. D'autres choses auront lieu. Mais ça n'aura plus jamais lieu. Et le mode d'intellectualité, les dispositifs de pensée, les lexiques, les valeurs, les opérations de pensée. Alors, il y a un texte de Foucault, de 66, Les mots et les choses, où il propose, sur la question du savoir, une position équivalente, à travers la catégorie d'épistémé. L'épistémé, c'est une étude sur ce que le savoir dit de lui-même à l'époque classique, avant l'époque classique et dans l'époque moderne. Trois époques. Et où il a la thèse suivante, qui m'avait laissé, que quand l'épistémé classique s'arrête et close au moment de la Révolution française, ce qui vient après est entièrement autre. Entièrement autre. Cut. Et donc, il n'y a pas de mémoire. Et ensuite travaille la clôture. Ce que j'appelle la clôture, c'est à la fois ce qui va porter sur l'identification du nouveau et comment, dans l'identification du nouveau, vous oblige à vous défaire des visions antérieures. Ce double travail. Bon, je peux vous donner un dernier exemple, mais sur une question qui a été très importante pour moi. Dans son texte de 1901, Que faire de Lénine, que je considère comme un texte majeur sur la modernité de la politique, Lénine distingue le spontané et le conscient. Il fait la différence. Il dit les ouvriers livrés à eux-mêmes, dans le cadre du spontané, peuvent se révolter, peuvent occuper les usines, peuvent combattre les Cosaques, construire des barricades. Ça reste des luttes spontanées. En dernière analyse, trade unioniste, syndicaliste, même avec la violence, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'antagonisme avec l'ensemble de l'ordre social et politique existant. Ils ne sont pas marxistes, ils ne visent pas la destruction de l'État et l'établissement d'un régime d'abolition de la propriété privée. Si, comme je le pense, je clôt spontané et conscient, ça laisse quoi comme tâche, comme questionnement. Alors, je ne parle plus de conscience, je parle de subjectif. Le subjectif sur de l'ordre de la pensée, etc. Mais c'est pas le tout de dire on n'est plus dans le léninisme, sur comment se constitue
une pensée politique, si on clôt le léninisme, doit formuler ailleurs, autrement, dans d'autres termes, la question du subjectif, la question de la pensée, la question de la décision, la question du mot d'ordre. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je parle des chronologies du présent, il y a des relectures. Le questionnement du léninisme, il faut le renouveler entièrement dans la clôture. Si on ne garde plus la question de la conscience, c'est quoi le nouveau dispositif? Et tant qu'on l'a pas, on est travaillé par le fait qu'il faut rompre et qu'on n'a pas le nouveau. Dernière chose que je voulais préciser, et puis je pense qu'il y a dans ce que tu as cité des propos d'Alain Badiou, il y avait le terme mode historique de la politique qui était mon approche de la question de la politique que je maintiens. Mais je pense qu'il y a eu historiquement ce que je propose d'appeler des catégories porteuses, des porteurs de la politique. Que dans la Révolution française, c'était le mot révolution. Que chez Marx, c'était la classe. Ensuite, il y a eu l'époque du parti. Et qu'aujourd'hui, on est sorti de ces dispositifs-là. Et qu'on est dans une phase tout à fait singulière où je propose de dire que le porteur, c'est ce que j'appelle le sujet politique, avec des propositions sur le sujet politique où, à mon avis, chacun est à son compte. C'est-à-dire, on n'est plus dans un espace où la politique est portée par une organisation. Le dispositif organisationnel de la politique est rongé par des dispositifs étatiques internes. C'est mon sentiment et mon expérience. Et l'exigence de chacun être à son compte est une exigence double. C'est une exigence sur les interpellations de la conjoncture. Qu'est-ce qu'on fait sur la question? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait sur la question de la guerre? Et c'est une interpellation sur l'intellectualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun est à son compte sur la question de la politique comme intellectualité. Avec, et je terminerai là-dessus, une conviction qui est que la fin de la catégorie de révolution a pour conséquence que la question du bon gouvernement, du bon État, n'est plus présentable dans le champ de la politique. C'est-à-dire qu'il y a, et je prends très au sérieux, on en a souvent discuté avec Montassir, le fait que les printemps arabes, par exemple, mais des tas d'autres mouvements, ne proposent aucune alternative en termes de gouvernement. C'est-à-dire que la position, c'est contre la corruption, contre la criminalité étatique, pour le respect des gens, pour la dignité, etc. Mais il n'y a aucune proposition en termes d'un dispositif gouvernemental étatique alternatif. Et ma conviction, qui peut vous paraître très pessimiste, c'est que je suis rallié à ça et qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a l'État. La thèse, il y a l'État, et c'est un dispositif qui a le monopole de la violence, c'est un dispositif
structurellement liées à l'ordre, donc au commandement, à la violence, à la répression, etc. Et donc il y a cette situation singulière de qu'est-ce que c'est qu'une politique du point des gens si la question posée n'est pas celle d'un bon gouvernement, mais d'une existence propre aux gens dans leur rapport à l'État. Parce qu'il y a l'État, ça signifie pas en être, ou ça signifie pas nécessairement acquiescer. Et quelles sont les pratiques d'écart, les pratiques alternatives du côté des gens. Voilà. Et dans ce questionnement et dans la situation actuelle, chacun est à son compte. Et ce compte, et on est quelques-uns. Je parle de la situation française. On est quelques-uns sur les grandes questions de la conjoncture et sur le fait que voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci. J'avais des questions sur le sujet politique, mais je pense que vous avez donné assez, en tout cas, d'analyse sur la question, sur les quelques-uns, sur la décision. Donc, la décision qui est individuelle, vous dites aussi. Dans votre conclusion des chronologies, je rappelle, c'est un texte de 2022. En fait, j'en ai plein d'autres questions, mais en fait, je vais laisser la parole à la salle. Si vous avez, je prendrai 2 ou 3 questions. Bonjour. Merci pour cette note de pessimisme. En fait, Debré a écrit un livre qui s'appelle Bilan d'une faillite, dans lequel il revient sur son engagement sur les dernières années et sur justement l'impasse dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, vous nous parlez de ce face à soi dans lequel on se retrouve. Et alors moi, j'ai envie de vous poser la question, quel est le sens de l'engagement en politique? Quelle est l'utilité de l'histoire? Et comment, il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement, mais comment est-ce que ces jeunes peuvent se projeter en construisant quelque chose de viable? Écoutez, ma conviction, c'est que la question de l'altérité est majeure. Il y a la réponse étatique à la question de l'altérité. Je disais, en gros, quand il y a multitude, quand il y a un nombre important d'individus, il y a des dispositifs étatiques qui se mettent en place pour gérer les différences entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les croyants et les non-croyants, entre les marchands et les paysans, etc., etc. Et donc, le dispositif étatique est un dispositif de traitement, d'organisation et de vigilance sur le traitement étatique de l'altérité. Je pense, à mes yeux, c'est ma propre entrée sur la question de l'État, et c'est pas la question de la propriété. Je pense que l'entrée de l'État par la question de la propriété s'est révélée, était une hypothèse, et s'est révélée inexacte, au double sens, non seulement de ce qui s'est passé sur le point sur lequel j'ai enquêté dans les pays socialistes à propos de l'abolition de la propriété privée. C'est-à-dire que réellement, en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, j'étais dans des unités en Chine, où ils avaient aboli la propriété privée. La loi de la valeur. Tout le dispositif ne fonctionnait plus sur la loi de la valeur et ça n'empêchait pas un système bureaucratique, étatique déchaîné. Et donc, la question de l'altérité me semble majeure et la question des altérités amicales en regard des pratiques étatiques, des altérités antagoniques. J'ai été avec beaucoup d'autres
des luttes pour la régularisation des ouvriers sans papier, pour la régularisation des familles sans papier, la question des réfugiés, la question des exilés, la question est majeure aujourd'hui comme question politique. Et voilà. C'est pas sans rapport avec ce que j'essayais de dire sur la question du vote. Je pense qu'en France, par exemple, le vote Front National est un vote de demande à l'État d'une pratique antagonique en direction des étrangers, en direction des chômeurs de longue durée, en direction des pauvres. Voilà. Et que, à cette altérité antagonique, il faut opposer des visions et des pratiques sur ce que j'appelle une altérité amicale. Mais cette question est une question politique majeure à mes yeux. Qui a cette caractéristique d'être, en France du moins, au plus loin des dispositifs électoraux de propagande et de programme. À l'heure actuelle, bon. Donc, chacun est à son compte, parce que dans l'idée dans la proposition du sujet politique, chacun est à son compte, et chacun est comptable de son compte. Et cette question en France, cette question par exemple, des politiques à l'égard des étrangers, à l'égard des demandeurs d'asile, etc., est une question politiquement majeure, pas simplement éthiquement majeure. Sur est-ce que la politique s'alimente à la violence et donc à l'altérité antagonique, ou est-ce qu'elle s'alimente à des rapports d'estime et des rapports d'amitié ou de respect. C'est une vraie question. Et paradoxalement, je la lirai. L'association peut sembler un peu inattendue. Je travaille depuis très longtemps dans une banlieue parisienne, dans l'Essonne dans le 91, à Grigny, où il y a deux grandes cités, la Grande Borne et Grigny 2, avec en particulier quelqu'un qui est sur place, qui s'appelle Amarény et qui est investi dans le travail avec les gens localement. Et on est très frappé, on essaye de faire face depuis des années au meurtre entre jeunes. Le fait que depuis quelque temps, il y a une espèce de permission latente que entre jeunes pas simplement de se blesser, mais de tuer. Et c'est pas simplement lié au trafic. C'est pas simplement lié à la question de la drogue. C'est beaucoup plus grave. C'est que la vie n'est plus une valeur. La vie de l'autre n'est plus une valeur. Et là, vous voyez que la question de l'altérité, la question de l'autre, est complètement basculée dans une espèce de négation meurtrière. C'est du même ordre. C'est du même ordre. Je pense que conjecturellement c'est lié. Et ce qui se passe en Méditerranée ou ce qui se passe en Atlantique avec les gens qui essayent de rejoindre l'Europe, il y a une criminalité latente. Enfin, leur mort, accepter que des gens meurent aux yeux revient à compter leur vie pour rien.
J'ai l'air de le dire de façon maladroite. Mais c'est l'ordre du réel. En France, il y a un paysan qui s'appelle Éric Héroux, dans la région frontalière avec l'Italie, qui a secouru pendant des années des migrants qui passaient par les Alpes, qui se perdaient, qui mouraient de froid. Il en a recueilli un certain nombre, etc. Il a été poursuivi, emprisonné, etc. pour aide à l'entrée illicite, voire aide au trafic humain. Alors qu'il a simplement sauvé ces gens de la mort. Donc l'ordre étatique est loin, très loin d'être acceptable si à partir du simple principe où on dira la vie de l'autre compte. Il y a les situations de guerre qui sont effroyables en ce moment, mais il n'y a pas que les situations de guerre. Donc je pense que cette question de l'altérité est un dispositif réel de subjectivation et de pratique. Merci Sylvain pour la proposition sur l'altérité et au-delà effectivement de ce que vous avez présenté juste avant qui pourrait paraître pessimiste, la dernière phrase de votre livre Les chronologies du présent se termine sur une note très gramscienne, je dirais, très positive. Je lis: c'est lorsque la période actuelle sera clôturée que je pourrai faire non pas une chronologie des Gilets jaunes, mais une chronologie de ce qu'ils ont ouvert et témoigné, et ce pour une période qui n'est pas encore là. Pour quelqu'un de ma génération, l'espoir est encore permis. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre question? Je rappelle aussi que Sylvain, sur cette question de l'immigration, il a beaucoup lutté avec des mouvements des sans-papiers en Europe, et donc la note sur la criminalité de l'Europe envers les migrants est adossée à une enquête de terrain sur la situation du traitement des migrants, et donc effectivement la question de l'altérité, de l'hospitalité, si j'ose ajouter quelque chose, est majeure. Oui, merci beaucoup. Moi j'avais une question beaucoup plus par rapport à la conjoncture du présent. Lorsque vous étiez en train de l'exprimer, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qui sont un peu comme des fatalités de notre époque. Mais avant de parler de libéralisation du capital, est-ce que ce n'est pas son accumulation dans certains contextes, par exemple en Afrique de l'Ouest, qui fait qu'on observe ces conjonctures du présent, c'est-à-dire des situations de guerre, etc. Prendre d'autres questions, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normal. Ah, bon, je ne peux pas me permettre de ne pas vous donner la parole. Il y a une question. Merci beaucoup déjà pour cette prise de parole très enrichissante. En fait, j'avais pas de questions, je voulais juste rebondir sur tellement de choses, mais là, tout est embrouillé. Et je sais pas, là, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la sortie du livre de Samar Karaki, qui est docteur en neurosciences. Et le titre de son livre, c'est L'empathie et politique. Et en fait, quand vous avez parlé d'altérité, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec l'empathie. Parce que l'on construit l'empathie de la même manière que l'on construit l'altérité, l'autre. Et cette construction, bien sûr, va prendre racine dans, on va dire, les fonctionnements hiérarchiques de notre société, en fonction de la race, en fonction de la classe, en fonction du genre, et voilà. Ce genre, en tout cas, de système de domination. Et
Je sais plus, que je suis désolée, je voulais juste... pardon. Par rapport juste au contexte français, déjà, je trouvais intéressant le parallèle qu'on peut faire entre cette année avec la période électorale où il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale et puis on a tous senti cette perte de démocratie, si tant est qu'il y en avait une en tout cas, où il y a une récupération en tout cas du pouvoir de la part de l'oligarchie, et alors qu'il y avait quand même un certain mouvement citoyen, qui est une sorte de renaissance, en tout cas moi que je n'avais pas vu depuis un bon moment, et cette proposition politique qui existait, représentée par le Front populaire et menée en partie par la France insoumise. Et c'est vrai que depuis le discours, je trouve ça intéressant le discours qui est proposé par Mélenchon notamment, mais aussi au sein de la France insoumise. C'est plutôt que de jouer le jeu politique, en tout cas de jouer sur les affects, on va dire la peur de l'étranger, la construction de l'autre justement, va dans une toute autre radicalité et n'hésite pas à prendre position, que ce soit sur le sujet en Palestine, le sujet des migrants. Et en termes de propositions politiques, ça fait longtemps, en tout cas de mon expérience, que je n'avais pas vu en tout cas l'incarnation d'un vrai discours politique en tout cas. Et je ne sais pas si vous êtes pessimiste dans ce sens-là, mais une proposition possible. Merci. Bonsoir. Je dois d'abord dire que je suis assez intimidé de poser une question après vous avoir écouté. Je prends conscience de l'étendue de mon ignorance. Je vois que vous êtes professeur aussi, et du coup, oui, on est dans une université, et nous-mêmes ici, on s'occupe d'éducation. Et dans ce que nous avons observé, nous travaillons avec des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans sur des programmes d'éducation alternative, donc on n'est pas sur des logiques comme ce que le ministère de l'Éducation dicte, on essaie d'innover. On a observé que les jeunes changent. De même que vous avez dit qu'il y a des moments où il y a des événementialités où avant, on peut plus continuer à faire comme on faisait avant. On sait pas comment il faut faire, mais il faut continuer. Le moment du Covid et cette espèce de digitalisation massive de notre quotidien. Pour moi, en tant que, dans mon rôle d'éducation, ou de quelqu'un qui pense des programmes éducatifs, qui essaye de penser des programmes éducatifs un peu différents, c'est une vraie événementialité où, aujourd'hui, on essaye de comprendre comment est-ce qu'il faut éduquer. Comment est-ce qu'on doit faire, comment l'éducation doit évoluer pour s'adapter à cette évolution des jeunes. Et je ramène ça à ce que vous avez dit sur les printemps arabes. Les printemps arabes n'ont pas été capables de proposer une alternative. Comment aujourd'hui est-ce que, d'après vous, en tant que professeur, l'éducation peut préparer les jeunes à être capable de proposer une alternative, d'être vraiment un sujet politique pensant, actif, et non pas, comme vous disiez tout à l'heure, des observateurs atterrés ou des critiques qui restent dans la parole et pas dans l'action. Sur votre question, je n'ai pas de réponse. Je ne la connais pas. Je sais qu'elle est posée, mais j'ai arrêté d'enseigner en 2015. Ça va faire 10 ans, bientôt.
C'est une question lancinante, celle de l'éducation de la jeunesse. L'expérience que j'ai sur cette question de l'éducation, mais c'est pas celle de la jeunesse, c'est toute une série de travaux, je vous parlais de Grigny tout à l'heure, d'éducation, enfin, entre guillemets, de formation, avec soit des éducateurs, soit récemment, depuis 1 an, 2 ans, et puis ça on a un plan de travail, avec des dames décidées, avec des mamans. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un travail de formation et qui consiste pour l'essentiel à préparer avec eux des questionnaires d'enquête, d'entretien qu'elles font passer, qui sont enregistrés sur smartphone, ensuite transcrits et analysés, et qui portent, à mon sens, sur la question de l'écoute de l'autre. Cette question lancinante. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Un des premiers films de la nouvelle vague, il y avait des scènes sur... Un des premiers films de Godard se termine sur... qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Et sur cette question de l'écoute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à entendre sur ce que les propos des autres dames, sur la question des jeunes, la question de l'école, etc., etc. Je ne réponds pas à votre question. Parce que j'en ai pas la pratique. Et dans la situation française, la question de l'école est très, très dégradée. Parce que justement, il y a, à mon sens, entre la réalité que vous disiez de la digitalisation, la pratique d'Internet, des réseaux, etc. Et qu'est-ce que peut être un lieu d'enseignement et des enjeux d'enseignement et de formation? Les modèles sont absolument périmés, usés jusqu'à la corde et réutilisés. Dans le cas français. Sur la question de ce qui se passe dans je suis comme vous assez, je suis extrêmement pessimiste et soucieux et attentif à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, parce que j'y ai été, j'y ai des amis, et la question de l'État est très dégradée, très très dégradée, et la guerre est que ça au Mali, au Burkina, au Niger. Je crois qu'il faut poser la question de l'État, l'État colonial et enfin l'État post-colonial. La question de l'économie, la question du capital, puisque vous la posiez, mais il y a des espaces propres de la question de l'État. Il y en a. Je suis très réservé sur ce qu'on pourrait appeler l'économie, c'est-à-dire tout ramener à une logique du capital.
Du reste, il y a logique du capital et logique du capital. Il n'y a pas une logique du capital. Il y a des ajustements conjecturels divers. Mais c'est un questionnement considérable. Parce qu'il y a 60 ans d'indépendance. Et des tas de pression, des tas d'interdépendance. Il y a la Banque mondiale, il y a les firmes françaises. Je connais tout ça, mais il y a, pour autant, la construction d'un État national est une question qui se cherche. Et qui apparemment sans réponse, avec je vous parle de ces pays-là, d'Afrique de l'Ouest que je connais. Merci Sylvain pour cette belle conférence et pour ces clés de lecture d'une actualité complexe en déroulement avec une nouvelle phase sûrement. En tout cas partant de votre œuvre, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir et j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre conférence des jeudis de l'IAS. Merci.